Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Odile se livre à cœur ouvert sur sa maternité en solo. On y parle charge mentale, combat du quotidien, nécessité de se créer du temps pour soi, mais aussi amour inconditionnel pour sa fille. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme qui a bel et bien décidé d'être heureuse et épanouie dans toutes ses casquettes. Bonne écoute! Bonjour Odile. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir proposé ta participation dans Bicafam. Merci infiniment pour ça. Merci à toi d'accepter que je puisse poser mon expérience. Alors justement, on va commencer d'abord par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Odile, j'ai 35 ans et je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Très bien, parfait. Alors on va commencer par ton désir d'enfant. Est-ce qu'il était présent depuis l'enfance? Alors oui, depuis toute jeune, je souhaitais déjà... je savais que je serais mère. C'était quelque chose qui était complètement inné. Maintenant, au moment où j'ai rencontré le père de ma fille, ce n'était pas forcément un projet imminent, puisque je revenais de mes études et concrètement, j'avais envie de profiter et ce n'était pas encore dans mes prévisions. Et du coup, alors à partir de quel moment tu t'es sentie prête? Alors, quand j'ai rencontré le père de ma fille, lui, son désir d'enfant était déjà présent. Moi, je venais tout juste de le rencontrer, ça me semblait un peu précoce. Et du coup, de fil en aiguille, je crois au bout de 1 an, ou peut-être 2, à peu près, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, j'étais prête, enfin, en tout cas, quand je me suis sentie prête, on n'a pas pu l'avoir tout de suite. Du moins, elle ne s'est pas présentée dans l'immédiat. Donc, on a attendu, facilement quelques années. On était vraiment, tous les deux à fond sur ce projet. Et puis, elle est arrivée un jour où j'avais complètement lâché prise. Je m'y attendais pas. C'est toujours ce qu'on dit, c'est vraiment au moment où on s'y attend le moins. Et justement, alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends que tu es enceinte? Alors, quand on est dans un parcours de désir d'enfant, comme beaucoup de femmes, on achète souvent des tests de grossesse. À chaque fois qu'il y a un retard de règles, on est à l'afflux. Et je me rappelle que ce week-end-là, j'avais pas passé une très très bonne semaine. Voilà, j'étais pas du tout en phase. Au niveau du travail, c'était pas top. Et je suis rentrée, j'ai vu un retard de règles, mais comme je savais que je m'étais pas mal aussi énervée et que ça peut causer des retards, j'ai fait un test vraiment, mais par dépit. J'avais l'habitude de le faire. Et puis, je m'attendais pas à avoir le résultat positif. Et je me rappelle encore ma stupeur, me dire waouh, c'est là, c'est maintenant. J'étais contente, mais j'étais aussi en pleine période de stagérisation. Je me suis dit oulala, que ça arrive exactement à ce moment-là. Et je savais que ça allait repousser entre guillemets mon stage, puisque je devrais accoucher avant. Tout est arrivé quasiment dans la même semaine. Tout était arrivé fin novembre. En même pas, je crois, 1 semaine d'intervalle. Donc contente d'arriver au bout et en même temps un petit peu anxieuse aussi. Et donc du coup, comment cette grossesse s'est déroulée? Alors j'ai eu énormément de chance puisque j'ai eu une très bonne grossesse. Une grossesse quasi inaperçue pour les premiers mois puisque j'avais pas du tout de ventre. Je portais vraiment ma grossesse partout, presque sans le ventre. Et pas de vomissements, pas de nausées spécifiques. J'en ai eu un petit peu, ça a dû durer un petit mois. C'était plus un inconfort que des nausées. Bébé grandissait bien, je me sentais bien, je faisais exactement tout ce que j'avais l'habitude de faire. Bon, j'ai eu des périodes d'énergie un peu basse. C'était surtout le matin, au réveil, c'était compliqué. Mais je faisais des longues journées, j'avais beaucoup d'énergie. Franchement, j'étais
j'avais vraiment aucun souci. Jusqu'au bout, hein. Oui, jusqu'au bout, toute ma grossesse s'est bien déroulée. Et du coup, je reviens un petit peu sur la partie professionnelle. Tu parlais de cette stagiairisation et de cette, peut-être, possiblement cette angoisse par rapport à ça. Est-ce que ça a été justement une angoisse d'annoncer ta grossesse? Comment ça s'est passé, justement, au niveau pro? Alors, je l'ai pas fait tout de suite. Mais certaines femmes, je pense qu'elles ont plus le regard, les anciens. Ben, certaines ont bien vu que, voilà, j'étais enceinte. J'ai eu des conseils, je regardais aussi un peu les textes de loi. Je l'ai annoncé, je crois. Je devais avoir entre 4 et 6 mois, je crois. Ça a été une surprise pour certains parce que vraiment, j'avoue, ma grossesse ne se voyait pas. Là-dessus, pour le travail, ben, en fait, je dirais que ma fille est arrivée à un moment où j'avais peut-être besoin de me poser professionnellement. On avait quand même pas mal de petits défis à relever au niveau du travail et, ben, je trouvais qu'on m'aidait pas forcément, ou en tout cas qu'on me corsait un peu la chose. Et j'avoue qu'une fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai lâché prise aussi au niveau du travail. Et vraiment, j'étais dans la dynamique. Je fais ce que j'ai à faire. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Sans stress, je suis rentrée dans une autre dynamique. Tu étais plus centrée sur toi, centrée sur, sur cette nouvelle aventure aussi. Exactement. Et j'avoue que j'ai eu quand même de la chance d'avoir une grossesse qui ne m'a pas du tout gênée dans vraiment rien du tout. Surtout qu'à l'époque, j'habitais sur une île, donc je prenais le bateau tous les week-ends et jamais m'empêchait de faire quoi que ce soit. J'ai voyagé vraiment tous les week-ends. J'ai fait tous mes rendez-vous gynéco en Guadeloupe et jamais un souci. Alors juste, parlons de l'accouchement. Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ce premier accouchement? Et est-ce que justement le fait que tu sois sur cette île, est-ce que ça a été une appréhension pour toi que ça arrive à un moment où, voilà, que tu sois pas en Guadeloupe ou voilà? Dans mon travail, justement, je rencontrais des femmes enceintes qui devaient se rapprocher de la Guadeloupe pour accoucher. Et tout en étant enceinte, ça m'a jamais effleuré l'esprit de me dire, je vais peut-être accoucher ici et qu'un hélico allait... Franchement, ça n'a jamais traversé mon esprit. Après, je savais aussi que la grossesse se passait bien. J'avais pas non plus de pathologie. J'étais en bonne santé. Je mangeais bien, je buvais bien. Ouais, ça m'a pas du tout traversé l'esprit. Ceci dit, l'accouchement, j'ai pas fait de préparation. Je sais même pas vraiment pourquoi. Je pense que dans le fond, il y avait peut-être un petit stress qui fait que je me suis pas donné les moyens de le faire. Mais j'ai quand même lu des bouquins, je savais un peu comment ça allait se passer. Et je me rappelle que la veille de mon accouchement, j'ai une collègue qui m'a parlé de son expérience. Elle venait d'avoir une petite fille aussi et elle m'a expliqué comment on a dû appuyer sous son ventre, comment la petite avait du mal à sortir. C'était la première fois que je me projetais dans mon accouchement. Le lendemain, je me suis réveillée avec des contractions. Et l'accouchement, le lendemain, je me suis réveillée avec des contractions. J'avais tellement pas l'habitude que je suis pas partie me coucher. Et quand je me suis réveillée, j'ai bien compris que voilà, ça s'accélérait, j'ai commencé à noter les écarts et puis on est parti. Donc tu étais bien en Guadeloupe à ce moment-là? Oui. OK. Je suis rentrée à mes 36 ou 38 semaines, je sais même... Enfin, au début de mon congé materne. Et puis, du coup, il a fallu que je déménage toutes mes petites affaires. Vraiment, mais je suis arrivée tranquillement, sans encombre. Et le jour de l'accouchement, le jour où je suis partie, c'est le jour où j'ai accouché. En arrivant, j'avais que quelques doigts, mais la poche des os était bien bombée. Les sages-femmes ont préféré me garder. On a commencé à travailler, voilà, le bassin. Et vers 17h, je suis rentrée en salle. Alors, j'avais prévu de pas prendre la péridurale, puisque j'ai entendu plusieurs échos. Sur la suite? Exactement, des douleurs. Et du coup, je suis partie un peu avec ce projet de ne pas l'utiliser, même si j'avais quand même signé. Et mais je prévoyais quand même de prendre le Nubin, le dérivé de la morphine. Sauf que pendant ce week-end-là, on était tellement nombreuses à accoucher. Je dirais pas qu'elle m'a oubliée, je dirais juste qu'au moment où elle est arrivée, c'était trop tard. Et du coup, j'ai dû toute la partie de la délivrance sans rien. Exactement, moi et moi-même. Même sans Nubin. Rien. D'accord. Oui, je l'ai senti passer. Et tu étais avec ton compagnon à ce moment-là? Oui, il m'a accompagnée, ma mère aussi est venue, et jusqu'à l'ouverture du col, mon compagnon ne pouvait pas rentrer, enfin le père de ma fille. Et du coup, après la délivrance, quand on fait descendre les étriers, tout ça, là il est rentré et il a pu participer au travail. Et donc alors, quand ta fille sort, quand on te pose ton bébé, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je me souviens de son regard, je savais que ça allait être compliqué. En fait, quand elle est sortie, je me rappelle, je voyais bien ses yeux. On dit en général que les enfants naissent limite les yeux fermés, mais moi, je voyais bien ses yeux. Et ses cris, c'était des cris stridents, comme si... Puisqu'elle est arrivée quand même 12 jours, avec 12 jours d'avance.
Et comme si les gens étaient pas contentes, quoi. C'était trop tôt. Mais j'étais contente. Mais j'avais tellement peu d'énergie. Bah oui. Vidée. Je crois que j'ai jamais ressenti un truc comme ça. Quand sa tête est sortie, elle m'a fait quand même une déchirure. Mais j'ai rien ressenti quand ils ont recousu. J'étais limite anesthésiée naturellement. Et puis après, quand je l'ai récupérée, elle était endormie. Et j'avoue, en ressortant, je voulais rien manger, rien boire, rien. Je voulais juste dormir. Bah ouais, tu t'es épuisée. C'était long. En fait, de toute façon, ça paraîtrait toujours long. Même si pour une primipa, ça a duré moins de 3 heures. C'était dur. Et en même temps, j'étais soulagée. Eh oui. Parce que tous les jours, je me réveillais avec de nouvelles vergetures. Et je me dis, mon Dieu, mais si ça continue comme ça, mon ventre va craquer. Tu vas exploser, ouais. Et du coup, alors, c'est tes premiers pas dans la maternité, les premiers jours à la maternité avec ton bébé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais prévu d'allaiter? C'était vraiment pas facile puisque ma fille a dormi toute la première journée. Mais vraiment, toute la journée. Impossible de la réveiller. Même quand on essayait de la solliciter pour rien. Parce qu'en fait, elle était calée sur le rythme de nuit. Ça, j'étais pas du tout préparée. Puisque du coup, j'ai pas dormi la journée. Mon Dieu, l'enfant a crié toute la nuit. Ça m'a paru la nuit de Java. Ça m'a paru une nuit tellement longue et j'étais pas du tout préparée. Je sais pas, mais mon Dieu, j'ai tout regardé. Est-ce que c'était le lait? Parce qu'elle était à l'arrivée. Est-ce que c'est parce qu'elle était sale? C'était horrible. Mais je crois que c'était vraiment la séparation physique qui était douloureuse. Parce que finalement, elle s'est endormie dans le creux de mon bras. Ouais, c'est ça. En fait, elle voulait rester alors que sur toi. normalement, on dit qu'il faut pas, mais honnêtement, je faisais les 100 pas dans le couloir. J'étais à... Peut-être même qu'elle a pas pleuré tout le long, hein, mais j'étais tellement épuisée que je savais pas par quel bout prendre la chose. Mais de toute façon, alors je sais pas, tu me donneras ton avis, mais moi je trouve que c'est dur pour une femme qui vient d'accoucher, qui est épuisée, qui a à s'occuper du bébé seule. Je sais pas, alors peut-être que dans certaines maternités, peut-être pas ici en Guadeloupe, peut-être que certaines équipes soulagent les mamans. Mais c'est pas toujours le cas. Et il y a pas forcément des propositions de soulager la maman, ou même, le papa, de toute façon, le conjoint, en général, ne peut pas rester. Mais ça, c'est un non-sens parce que la mère, elle est épuisée et elle doit gérer seule un bébé et qui, lui, la nuit de Java, qui pleure. C'est super dur. Et effectivement, on te dit qu'il faut pas garder le bébé sur soi, pour ne pas s'endormir avec parce que c'est dangereux. Mais en fait, je pense que toutes les mamans le font parce que c'est la seule solution pour calmer le bébé, en fait. C'est une connaissance nouvelle et pour l'enfant et pour la maman. On est en train de s'apprivoiser. On n'a pas les idées claires. Alors, moi, cet accouchement a été complètement épuisant. La seule chose que j'avais dans mon ventre, c'était mon bol de lait du matin, que bien sûr j'ai vomi le jour de l'accouchement. Mais j'avais pas bu, j'étais pas hydratée. J'étais contente d'avoir mon bébé, mais j'avais aussi la déchirure à gérer, puisque du coup, on m'a quand même recousu. Les règles sont hyper abondantes. Les Loki, on appelle ça, quand on perd énormément de sang. Ah oui? Ça aussi, on nous le dit, mais tant qu'on le vit pas, je pense que on n'est pas préparé à perdre autant de sang. C'est énorme, et je crois que le fait de se vider aussi, on est déjà vidé de son énergie et se vider de son sang, ça fait que on n'a pas les idées tout à fait claires. Alors là, il y avait quand même un personnel, je peux pas dire qu'elles étaient pas là, des filles, mais à ce moment-là où j'étais en train de faire les sangs pour essayer de calmer le bébé, j'étais seule, quoi. Et je trouve que c'est assez bouleversant. On n'est pas forcément dans la disposition qu'on avait prévu d'être. Et du coup, on peut se sentir très seul, quoi. Et franchement, et surtout que j'étais dans une chambre double, donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte qu'il y a l'autre, comme parce qu'elle n'avait pas encore accouché, qui a envie de dormir, qui elle aussi se prépare à sa délivrance. Je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais ça a été vraiment difficile. C'est pas simple. Je me suis sentie vraiment démunie. Démunie, ouais. Voilà, un bébé, il arrive, il est concentré sur ses besoins. Il pleure parce que soit il veut être changé, soit il veut un câlin, soit il a faim. Et puis il découvre le monde aussi extérieur, donc c'est une grosse angoisse. Il a besoin d'être rassuré H24 en fait. Tout à fait. Et la montée de lait aussi, ça fait hyper mal, mais c'est... Même si on le dit, le vivre, c'est horrible. Et l'enfant, lui, il tète, donc il tient, on a mal, et ça ta fait fille, elle a bien pris le sein dès le début? Au départ, oui, mais après, je sentais qu'elle avait tellement envie de boire que j'ai commencé à faire le mix. C'était pas forcément un projet d'emblée, mais c'était difficile, en fait. Il y a ce qu'on
a envie. Et puis, il y a ce qui est en fonction de la réalité, des paramètres à prendre en compte autour. Et c'est vrai que, très vite, je suis passée en allaitement mixte parce que c'était difficile. J'ai fait une jaunisse aussi à la naissance. Ça allait de rien comme ça, mais quand on vient d'avoir son bébé, on nous dit qu'il a telle pathologie, même si c'est bénin. Mais voilà, mon bébé était un petit peu jaune, tu vois. Et je sais pas, en fait c'est comme si un cyclone était passé dans ma vie, et juste les 2 premiers jours de son arrivée. Et c'était encore plus bouleversant, quoi. Un grand bouleversement, en fait, un grand tourbillon. Et du coup, alors, le retour à la maison, comment ça se passe quand tu quittes la maternité, voilà, vous apprenez à vous connaître, et puis il y a le papa aussi, comment l'organisation se met en place? Alors, c'est vrai que, alors je dirais pas que j'étais angoissée, mais le fait qu'elle allait souvent sous la couveuse, je ressentais même pas forcément un soulagement de ne pas la voir, quoi. Au contraire, je me disais, est-ce que ça va aller pour elle? Est-ce que juste 2 ou 3 jours, ce sera honnêtement suffisant pour enlever la couleur jaune de son visage? Ça m'a plus, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué avec moi là-dessus. Honnêtement, j'ai plus vécu ça un peu comme une prison, quoi. Vraiment rester enfermée, et puis à 19h fallait que lui il parte, c'est ça. Et du coup je sentais le monde limite s'évanouir, surtout que j'ai compris ça longtemps après, qu'elle était calquée sous le mode où la journée elle dort et c'est la nuit qu'elle vit, quoi. Et c'était difficile, quoi. Donc j'étais bien contente de pouvoir rentrer. Du coup j'ai continué en allaitement mixte. Ça allait, sauf que lui il travaillait aussi, ce qui fait que il y a des journées où je me retrouvais seule. Et ça a l'air de rien comme ça, mais même au bout de quelques jours, 10 jours, 20 jours, on se sent encore complètement chamboulé par tout ça, quoi. Totalement. Donc c'était difficile. C'est une période où je me suis sentie vraiment, je crois que je contrôlais rien du tout. Je me laissais vraiment porter par la chose. Et c'était un peu en pilotage automatique, sans forcément être consciente vraiment de ce qui se passait. Et est-ce que tu t'es sentie entourée et soutenue? Oui, il y avait ma mère quand même qui était là, qui venait régulièrement. Elle nous a fait, je me rappelle, elle nous a fait une petite soupe aussi. Je crois que les dîners, j'ai tout. Genre je reprenais du poil de la bête, je mangeais bien aussi, beaucoup de lentilles pour récupérer, tout ça. Je buvais aussi du moringa, ça c'était un de mes frères qui m'avait donné cette astuce-là, à mettre dans de l'eau. Donc je buvais bien, je m'hydratais bien. Mais je crois que mon cerveau était vraiment calqué sur autre chose. Puisque, à l'époque, je savais que le père de ma fille allait partir. Du coup, je pense que je vivais tous ces chamboulements-là, mais j'avais du mal à me poser sur sur un problème à la fois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu allaiter ma fille aussi longtemps que je l'avais prévu. Puisque j'avais du lait, parce que j'avais vraiment bien mangé. La part du psychisme, en fait, c'est ça. Mais psychologiquement parlant, j'étais trop retenue par des choses annexes. Sans compter que, au bout de 3 mois, il fallait que je rentre aussi à Marie-Galante. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est aussi un stress. Bien sûr. Et puis à Marie-Galante, tu as personne. Voilà. Toute ma famille est en Guadeloupe. Pendant mon congé mater, j'étais quasiment tout le temps dehors, de toute façon, courses, faire mes petites affaires. Mais c'est vrai que avant qu'il ne parte, c'était pour moi angoissant de savoir comment j'allais m'y prendre, quoi. Pour faire mes courses, est-ce que j'allais y arriver? Voilà, dans combien de temps qu'on va rester séparés? C'est des questionnements qui sont lancinants, puisqu'on n'a pas de réponse, et on n'aura pas de réponse dans l'immédiat. Et c'était une sage-femme que j'avais à la sortie d'hospitalisation qui a bien repéré. Pour le coup, elle a été bien à mon écoute. Elle a repéré que, j'étais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas, j'étais pas bien. Et c'est à elle que j'ai fini par en dire, voilà, il va bientôt partir. Notre bébé n'a même pas, je crois qu'il allait partir quand elle allait avoir 1 mois et demi, donc elle était encore petite. Moi, j'étais encore jeune maman. Donc c'était déjà prévu, qu'il parte. Oui, c'est ça. Et que c'était, voilà, que je vivais quelque chose d'angoissant. Elle m'a comprise. Vraiment, pour le coup. Elle a compris pourquoi j'avais autant de mal, parce que tant qu'elle était là pour me guider pour allaiter, ça allait. Naya restait bien dans le sein, il y avait pas de soucis. Mais à partir du moment où j'étais toute seule, je sais pas, j'avais du mal, quoi. Et du coup, comme elle m'a suivie après pour la rééducation du périnée, avec elle, je pouvais échanger sur ça. Au début, c'était difficile, le départ, je pense les 2 premiers jours, c'était un peu, voilà. Et puis après, j'ai vite pris le pli. J'ai compris aussi que voilà,
Naya, surtout qu'elle avait bien soif. Quand elle tétait ou quand elle pleurait, elle avait soif, c'était son biberon. Une fois que j'avais compris comment elle fonctionnait, après, ben, on a pris tranquillement notre Vos petit marques. envol. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire quand on vient d'avoir un bébé. Quand même être dans un environnement propre, laver aussi le linge, repasser. Et ça a l'air de rien comme ça, mais les premiers temps, mais il faut suivre, quoi. Ouais, c'est ça, il faut pouvoir mettre en place une routine. Parce que du coup, on demande aux mamans de se reposer quand le bébé dort, mais s'il y a tout ça à faire en plus. Et qu'on est seul. Surtout dans ta situation où tu étais seule, bah, du coup, forcément, ça paraît difficile de te reposer, de dormir quand ton bébé dort. Parce qu'il y a d'autres choses à faire pour que la maison tourne, finalement. Tout à fait. Ah, j'ai perdu mes kilos de grossesse, mais sans penser, en 2 mois, j'avais perdu tous mes kilos. J'étais même redevenue plus fine qu'avant ma grossesse. J'ai tout perdu. Le stress du postpartum. Ouais. Et du coup, la reprise du boulot, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait? Et le mode de garde aussi, comment ça s'est passé? Non, j'étais pas stressée puisque j'avais vraiment tout prévu. Avant de partir, ben, j'avais déjà été voir la crèche. Elle avait déjà sa place. Ben, j'étais quand même rassurée aussi puisque la crèche là où elle allait se trouver, j'avais une ancienne collègue en fait qui y travaillait. Donc ça va, j'y allais vraiment tranquille. Ben, je suis rentrée, je crois, 1 semaine avant ma reprise ou peut-être 2. Juste le temps de mettre tout ce qu'il faut pour Naya, son béanceau, tout ça. Sa petite commode, vraiment tout ce qu'il faut pour son nécessaire. Et du coup faire la semaine d'adaptation. Finalement, c'était difficile au départ de comprendre ses besoins. Son fonctionnement. Et voilà, de répondre à ses besoins. Je crois qu'elle avait bien pris ce pli-là, d'être qu'on soit toutes les deux, tout ça. Et du coup, elle a pas pleuré. C'était difficile pour moi. Quand j'ai tiré le frein à main ce premier jour-là, je l'ai regardé à côté de moi avec ses grands yeux, elle me regardait, l'air de dire qu'est-ce qui va se passer, parce que je lui parlais quand même, et je me demandais est-ce que j'avais pas un problème d'aller limite livrer mon enfant à des inconnus. Donc c'était dur, mais elle a même pas pleuré. Finalement, c'est toi qui c'était plus difficile pour toi ça. Que pour elle. Exactement. Ouais. Elle a fait toute sa petite adaptation tranquillement. Je l'ai récupérée, tout ça, elle pleurait pas, je sais pas, elle suivait, elle essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis la semaine d'après, elle a commencé sa crèche tous les jours. Je la laissais juste le temps de mon travail, de 7h30 à 15h30. Du coup, je pense qu'elle avait bien pris le rythme, puisqu'au bout d'un moment, c'est elle qui m'attendait devant les barreaux. Et vraiment, là non plus, hein, rien, tranquillement. Pas de soucis particuliers. Et même au travail, je suis arrivée, zéro appréhension. Le seul truc que j'avais dans ma tête, c'est que interdit de faire des heures sup. Interdit d'aller au-delà de mes heures de travail. Ce que je faisais avant, et puisque j'avais pas d'enfant. Et même après, pendant ma grossesse, j'ai fait aussi beaucoup d'heures sup. Moi, je me suis dit, bon, Odine, ça suffit. T'es devenue maman. Donc, à 15h, patente, tu reprends ton deuxième rôle, quoi. Du coup... Ta deuxième journée qui commence. Exactement. Là-dessus, j'avais bien des collègues qui respectaient le truc. Dès qu'ils savaient que j'étais sur le perron de la porte, faut rien me demander. Mais vraiment rien. Et je récupérais mon enfant, passais du temps ensemble. Elle allait bien, j'allais bien. Et du coup, alors, votre nouvelle vie à deux, l'organisation de la vie d'une maman solo, comment ça se passe? Comment ça s'organise tout ça? Justement, tu disais que ça ne laisse pas trop de place pas à l'imprévu, mais en tout cas, il faut bien organiser les choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je me débrouillais pour pouvoir... c'était toute une organisation dans ma tête. Quand j'achetais les grands packs de couches, je les achetais par 2, ce qui faisait que je restais un moment sans avoir en donné. Le lait aussi, je veillais, puisqu'il fallait quand même un lait pour la crèche, qui ne durait qu'un mois. Donc, au bout d'un mois, il faut redonner un autre pot de lait, même s'il est pas fini, le précédent n'est pas fini. Je m'arrangeais pour avoir toujours mes couches, les lingettes, vraiment tout son nécessaire. Surtout que Naya a eu des problèmes de peau aussi, les premiers temps. Elle avait une peau atopique, donc il fallait que je prenne une marque bien spécifique, Aderma. Et du coup... En plus, tu as Marie-Galante, donc il faut quand même anticiper ça aussi. Exactement. Oui. Sachant qu'il fallait aussi un flacon à Marie-Galante et un flacon en Guadeloupe. Donc j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait pour elle. Et j'achetais toujours en double, en rab. Ce qui fait que avant que quelque chose ne se termine, je sais que j'ai déjà quelque chose et je m'arrangeais pour fonctionner un peu comme ça. Pour anticiper, en fait. Exactement. Mais c'est une charge mentale de fou, quand même, de n'avoir
personne finalement sur qui te reposer, maman solo, et en plus, la semaine, en tout cas quand tu es à Marie-Galante, tu n'as pas de famille, tu as personne sur qui compter, aucun relais, ça devait être quand même une sacrée organisation. Ouais. En fait, je crois que quand je le vivais, j'avais même pas l'impression que c'était complexe. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je l'affronte, puisque après tout, c'est moi qui avais pas le choix. Voilà. Et j'avais aussi accepté la situation tout en sachant, entre guillemets, ce qui m'attendait, même si ça a été plus compliqué que je le pensais. Et du coup, je faisais. Et toutes les deux, on s'adaptait plutôt bien à ce rythme-là. J'allais faire mes courses avec elle. Je faisais tout vraiment avec elle. Vraiment. Et je réalise que j'ai pas eu un bébé si compliqué que ça, quoi. Vraiment, je vais quelque part avec elle. Elle s'endort dans la voiture. Je tire le frein à main. Elle est déjà réveillée. Elle regarde ce qui se passe. C'était pas compliqué non plus d'aller dans les magasins, puisque en arrivant en Guadeloupe aussi, c'était la même chose. Fallait que j'aille ravitailler, entre guillemets, prendre ce qu'il me fallait. Et elle était pas difficile. Franchement, pour le coup, c'était plutôt correct. Mais il n'en reste pas moins que ça reste quand même une charge mentale. Après, au moment effectivement où tu y es, tu n'as pas le choix. Donc tu as un peu la tête dans le guidon, on affronte, on y va. Mais à quel moment tu commences à te sentir un peu submergée et tu te rends compte que cette charge, elle est quand même difficile? À quel moment? Je crois que c'était pendant la préparation de son baptême. C'est-à-dire qu'on vivait séparément, tout en ayant quand même le couple qui fonctionne. On est parti en décembre le rejoindre, on a passé Noël ensemble. Ça nous a fait une petite coupure, du coup elle a fait juste 1 mois de crèche et moi juste 1 mois de travail. Et j'ai réellement commencé quand l'année a basculé. Donc là-dessus, ok. Mais quand j'ai commencé à préparer le baptême, c'est là où je me suis sentie vraiment seule. Puisque bien sûr, toutes les démarches se font en Guadeloupe. Vraiment sentie seule. J'avais quand même ma cousine qui est sa marraine, qui m'accompagnait, on cherchait un lieu, puisque j'ai une grande famille. Du coup, faut trouver le lieu, comment on va faire pour la nourriture, comment on va faire pour la décoration, est-ce qu'on pourra, est-ce que si, est-ce que ça. Et je me rappelle que je feuilletais beaucoup les prospectus pour commencer à acheter des trucs chaque fois que je voyais des choses en promotion. Mais voilà, pour le coup, j'étais seule à faire la liste, seule à faire la liste des invités aussi, seule à regarder ce qui manque. Bon, j'avais quand même ma cousine avec qui je pouvais échanger là-dessus. Et lui, je le trouvais tellement, je dirais pas désintéressé, de tout ça, voilà, en fait. Éloigné complètement de cette réalité-là. Et j'en entendais pas, je ne voyais pas entre guillemets son soutien. Je me rappelle que c'est là que je me dis, mais putain, j'en ai marre, en fait, il me gonfle, ça me saoule. Et à un moment donné, il y a une pression qui a été trop vive, trop dure, puisqu'à l'époque, Naya a commencé à faire ses nuits vraiment pratiquement 6 mois. C'est-à-dire quand elle a commencé à manger de manière diversifiée. Parce que quand elle avait faim. Donc toutes les 3-4 heures, fallait que mes petites doses de biberon sont préparées à côté du lit, lui donner le biberon, qu'elle fasse son rot. Sachant qu'en plus, le dernier biberon, il y avait toujours une petite appréhension puisque elle avait tendance à régurgiter par le nez. D'accord. Donc, entre guillemets, limite un peu s'étouffer, quoi. Donc, j'avais pas des nuits entières. Ouais. Et l'accumulation de fatigue, du coup. Exact. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et j'étais confrontée encore une fois à une femme enceinte et tout. Mais cette fois-ci, elle s'est mise dans une galère et puis elle décroche son téléphone. Je suis assistante sociale, hein, ça j'ai pas dit. Et elle s'est mise dans une galère, juste comme ça, sans raison, en fait. Et elle est partie de l'hébergement qui était prévu pour elle. Je sais même pas c'était quoi sa justification farfelue. Mais je me rappelle juste que je me suis dit, mais waouh, quoi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai senti toute la pression monter. C'est comme si alors moi, je gérais ma galère. Je faisais en sorte, entre guillemets, que toutes les choses soient carrées. Et elle, en fait, elle a pas de problème, mais elle en cherche un. Tout en étant enceinte. Et ce jour-là, j'ai pleuré, mais ça m'était jamais arrivé. Jamais. J'ai pleuré. La seule chose que j'ai pu faire, c'est décrocher mon téléphone, appeler la marraine de ma fille, et lui dire, waouh, voilà ce que je suis en train de vivre. La journée commence, il est seulement 8 heures, et je sens que je peux pas, je pète un câble. Et cette dame, je pourrais pas répondre à sa situation, c'est pas possible. Elle me dit, waouh, cours, va chez ton médecin, prends un arrêt, t'es pas bien, tu peux pas rester là-bas, tout ça. J'arrive, je suis toujours en pleurs, hein. J'ai déjà quand même pris ma voiture, je suis arrivée au cabinet, et c'est une dame que je connaissais pas plus que ça, puisque j'étais vraiment rarement malade. Je l'avais mise en médecin traitant pour avoir un médecin traitant. Et du coup, je lui explique ce que je vis. Elle me donne 3 semaines d'un coup. Elle me dit, voilà, faut rentrer. Là, c'est pas possible et tout.
Donc, je suis rentrée en Guadeloupe, donc je faisais le point. Et même chose aussi, hein, je lui en ai fait part au père de ma fille. Mais c'était un soutien, je comprends, mais... Ouais, éloigné en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il était pas dans ta réalité. Tout à fait. Et il était à des années-lumière de savoir vraiment ce que tu vivais en réalité. Et c'était un double stress en fait. Alors j'avais déjà la situation que je vivais avec elle. Il y a mon travail aussi qui va me générer normal du stress, parce que je passe mon temps là-bas. Et je suis dans une situation limite, c'est comme si je suis en pleine mer et je sais pas quand est-ce que je vais atterrir, pardon. Vous voyez? Donc je me dis combien de temps que ça va durer, combien de temps, comment ça va se passer, parce que lui il avait prévu de venir, mais il arrivait, pour le coup il est arrivé 3 jours avant son anniversaire et 1 semaine avant le baptême. Donc en gros quand tout était déjà fait. Et j'ai vraiment dû tout gérer de A à Z. Mon arrêt, c'était le mois juste avant le baptême. Et honnêtement, à réflexion faite comme ça là, c'était déjà un signal d'alerte. Tout ça aussi, bon, la vie nous envoie des appels. J'ai jamais eu d'arrêt, hein. Toujours présent au travail. On a des signaux, mais après, on les décode pas toujours. C'est après qu'on fait le fil, on se dit, ah, ça, c'est un signe, ça, déjà. C'est cela. Et puis, bon, malgré tout, la relation a continué quand même. C'était complexe. Je crois que c'est vraiment la 2e année de vie de Naya que vraiment je me suis dit, il faut que je sorte de cette parenthèse pour m'en sortir et puis vivre, parce que tu arrivais pas à en fait, tu savais pas où tu en étais, et donc, du coup, tu te sentais comme un peu emprisonné dans cette situation, finalement. C'est exactement ça. Et même quand je m'accrochais au projet, puisque je devais aller le rejoindre avec Naya. D'accord. La première fois qu'on est monté, elle devait avoir 3-4 mois, on est parti en métropole. Je vois qu'ils cherchent pas de logement. Je me dis, ok. La 2e année, on est reparti faire un Noël là-bas et tout. Toujours rien. Et là, c'était des étapes qui m'ont amené à me séparer de lui, en fait. À prendre la décision. Lui, voilà. Il s'en est pas rendu compte, mais je prenais vraiment trop de charges pour pouvoir encore en assumer d'autres. C'est-à-dire que mon projet n'était pas de rentrer en métropole. Je revenais de mes études de base. Donc, si je fais, voilà, cet élan, hein, c'est vraiment pour qu'on ait une famille unie. Or, j'ai l'impression que je suis toute seule à être parent. Donc, ça a été le premier signal, ça, là, que je réalise qu'au bout d'1 an et demi, il a toujours pas même déposé une demande. Surtout qu'il y a le 1% patronal dans son travail. C'est pas non plus le truc trop compliqué, quoi. Et ensuite, sa mère est tombée malade 2-3 mois après. Donc, il est venu à Marie-Galante, enfin en Guadeloupe. Il y a un jour où, voilà, j'avais quand même des amis. Hein. J'avais juste un couple d'amis et une bonne collègue que je considérais comme une amie. C'était mes 3 références, entre guillemets, qui habitaient pas très loin aussi de moi. Et c'était eux qui savaient, voilà, ce que je vivais. Parce que j'avoue que j'ai vécu tout ça, mais je crois qu'aucune de mes collègues... Sans en parler. Ouais, personne ne savait. J'avais pas envie d'avoir d'avis des autres, j'avais pas envie d'entendre de jugement, et j'avais envie de prendre mes décisions, mes propres décisions pour ma situation, voilà, sans avoir, voilà. Et du coup, je me rappelle que je voulais juste aller faire du sport, mais c'est un truc que je faisais rien pour moi de toute façon, puisque je déposais Naya à la crèche, je travaillais, je sors du travail, je la récupère. Ouais, tu t'es H24 avec elle. Exact, je n'avais aucun repli, voilà. Et du coup, là, il y avait un endroit où je pouvais marcher. Donc, avec mon couple d'amis, lui, mon ami, il marchait. Et sa copine, elle me gardait Naya. Elle habitait vraiment à Lille. C'était en bas de chez moi, en fait. Et je lui dis, écoute, j'ai envie d'aller marcher et tout. La marche dure 2 heures, je ne fais qu'une seule heure. Mais vraiment pour m'aérer l'esprit. Et oui, te vider la tête. Sachant que sa mère était malade, donc elle se retrouvait hospitalisée sur mon lieu de travail. Donc, je finis à 15 heures, mais j'y suis encore. Et du coup, lui, il s'était énervé à ce moment-là. Il a senti que, limite, j'en faisais pas assez. Parce que je me rappelle, ma collègue était remontée, je ne sais même plus pourquoi. Et je me suis dit, tiens, puisqu'on n'avait qu'une seule voiture hein, sur l'île, je me suis dit, tiens, comme elle descend dans le bourg, elle va me déposer, je rentre chez moi, je me change. Et comme ça, après, lui, il va redescendre avec la voiture et avec notre fille. Donc, j'ai déjà limite tout encadré. Je voyais vraiment pas où était le problème. Je lui dis, tiens, je descends. Et c'est pas comme si j'allais faire autre chose, j'allais vraiment marcher, quoi. Et je lui dis, tiens, je vais descendre avec elle et tout. Et il m'a dit, ouais, je comprends pas, comment ça, tu vas aller marcher? Je lui dis, mais je vais juste marcher, juste 1 heure. En plus, c'était tous les mercredis que ça passait, ça passait juste en bas de chez moi. Et je lui dis, mais je ferai qu'1 heure, de toute façon. Il m'a répondu, mais pendant on l'a dansé. Je me suis dit,
Et si tu avais envie d'aller danser? Non mais là, ce jour-là. Et en fait, là, c'est là que ça t'a montré qu'il était complètement, mais hors réalité, en fait. Et puis, égoïste. Ouais. Et puis, c'était non, mais il se rendait pas compte de ton quotidien H24 depuis la naissance de votre fille. Exact. Alors, je lui ai pas répondu. Je lui ai donné le double des clés de chez moi, la clé de ma voiture, et je suis descendue avec ma collègue. Et j'étais limite anesthésiée sur la route. Je me rappelle, je suis en train de me doucher, mais je me dis, mais j'arrive pas à imaginer, à réaliser que c'est ce que le gars vient de me dire. Et je dis à ma collègue, mais, putain, mais, en réalité, il sera jamais content. J'en fais jamais assez. Et ce jour-là, il a cassé quelque chose, il s'en est même pas rendu compte. Parce que je racontais déjà tellement de choses, dont une bonne partie. Sans rien dire. Voilà, il ne savait peut-être même pas. Donc il savait même pas, en fait. C'est ça. Et je me dis, là, t'es là, parce qu'il est quand même resté 3 semaines. Mais là, il voyait quand même, c'est ça. Et je me dis, même pour aller marcher, c'est un problème. Mais là, du coup, pendant le temps où il était là, est-ce qu'il s'impliquait? Est-ce qu'il te soulageait? Est-ce tu sentais, voilà, il se disait, bon ben, déjà qu'au quotidien, c'est elle qui gère, là, je vais gérer pour la soulager. Pas plus que ça. Par exemple, quand je montais en métropole, il me disait pas genre, tiens, tu vas dormir cette nuit et je vais m'occuper de Naya. Non, on va faire un tour. C'est-à-dire chacun un biberon. Voilà. Bon, après, j'étais pas non plus dans une dynamique de lui lâcher tout sur le dos. Je m'occupais de mon enfant. Il s'en occupait aussi, mais ça n'a rien à voir, sans compter que lui, il a sa famille sur l'île. Donc, quand il a Naya, il est pas seul comme moi, je suis seule dans la maison entre 4 murs. C'est-à-dire qu'il y a du monde pour jeter un œil. Moi, j'ai pas du tout ça, en fait. L'ultime étape pour vraiment me décider à le larguer, et pour le coup, franchement, je l'ai largué, je l'ai pas juste lâché, je l'ai largué. Il m'appelle un jour, quelques mois après, hein, et il me dit, ouais, finalement, pour la mutuelle, j'ai décidé de couper la mutuelle pour toi et Naya. Parce qu'en fait, j'avais ma mutuelle, hein, quand je l'ai rencontré, mais pendant la grossesse, il a voulu qu'on ait une mutuelle familiale sur un seul truc. Donc c'est lui qui payait la mutuelle pour nous 3. Nous 2 au début, et puis après, pour nous 2 au début, pendant la grossesse, et après pour nous 3. Et ça faisait un moment qu'il me bassinait avec ça. Sauf que je lui répondais pas parce que je vois pas l'intérêt de discuter de ça, quoi. Je vais te dire, j'ai bien d'autres chats à fouetter que sa mutuelle. Sauf que je savais qu'il avait coupé plus tôt, puisque Naya est tombée malade en début d'année. Et je me rappelle qu'on m'avait déjà dit qu'il voyait pas la mutuelle s'afficher. Parce que là où je travaille, j'ai tout. Et je me suis dit ça. C'est hallucinant quand même. Et en plus, ça veut dire qu'il l'a fait pendant que j'étais là. Et quand je dis que je l'ai largué, ce jour-là, j'ai décidé que c'était terminé. Le 1er mai, j'ai ouvert ma mutuelle pour Naya et pour moi. Et jusqu'à maintenant, c'est la même mutuelle que j'ai. Et je me suis jamais occupée de lui. Et je me suis dit, non, ça suffit. Je peux trop, plus. c'est trop. Ouais. C'est-à-dire que tu as pris du temps à prendre la décision et à te rendre compte que cette situation n'était plus durable et ne te convenait pas et ne vous convenait pas. Mais en tout cas, à partir du moment où ta décision était prise, elle était prise. Ah oui. Et ça, les femmes, c'est ça, hein, en général. Oui. On peut dire tout ce qu'on veut, les femmes prennent peut-être du temps à prendre leur décision, mais à partir du moment où la décision est prise, il y a un point de non-retour. Là, c'est... Exactement. C'était tellement dur, tout ça. Sur le coup, je vivais le truc. J'avais quand même, comme je dis, mon couple d'amis qui habitait juste à côté. D'ailleurs, on s'entendait hyper bien en plus avec eux. Et du coup, je vivais la chose. J'allais travailler, je m'occupais de ma fille. Elle allait bien. Bon, elle a fait de l'asthme, donc de temps en temps, on avait des petits coups de... Voilà. Mais elle vivait bien le truc. Et je me suis dit, mais Odile, quel est ton problème finalement? Le seul endroit où tu existes, où cette famille existait, c'était sur cette carte de mutuelle. Lui-même, il a coupé tout le sens qu'avait cette... Ça a l'air de rien, quoi, mais... Je me dis, mais il est déjà de l'autre côté. Il a estimé que pas besoin de mutuelle, surtout en sachant que t'as une fille qui est asthmatique. En fait, on était vraiment en découverte de sa pathologie. Je me suis dit, non, c'est bon, quoi. C'est bon. Et je me suis plus jamais occupée de lui. Il me demandait des nouvelles d'elle, je le disais. Mais, parce qu'il me demandait des fois de corriger certains de ses rapports et tout ça. Je faisais ça. Et je t'assure qu'il a même arrêté de me demander tout ça. C'est comme si ce jour-là, il avait bien compris que j'avais fini avec lui. Même si, bon, je savais qu'il allait revenir pendant les vacances et que ça allait être compliqué puisque j'avoue, je n'ai pas du tout posé de mots là-dessus. C'est-à-dire, au moment où j'ai décidé que c'était terminé, j'ai pas envie de faire part, j'ai pas écrit, je suis comme ça. Quand c'est fini, j'ai déjà donné, j'ai estimé que j'ai plus que donné, voilà. Mais je savais qu'on allait quand même devoir cohabiter. C'est-à-dire qu'il allait revenir. Et en plus,
De toute façon, c'était un homme égoïste. J'ai pris du temps à le comprendre. C'était un homme égoïste. Il savait très bien qu'il n'y avait pas de mode de garde en août. Il venait sur le mois de juillet. Quel sens que ça a? Ouais. J'ai pas de famille à Marie-Galante. Ta famille, mais elle ne peut pas me garder ma fille. Qui est-ce qui ne comprendrait pas que c'est sur le mois d'août que tu dois prendre tes congés? Tout ça, c'est des attitudes complètement individuelles, limite individualistes. Ouais. Que j'ai pas... Il était centré sur sa personne, en fait. Oui. Et justement, moi, la question que je voulais te poser, c'est, est-ce qu'avant d'avoir votre fille, est-ce que vous avez eu des discussions sur ce que c'est que faire famille et quelles étaient ses attentes, comment il voyait le sens de la famille ou pas spécialement? Si, puisque lui il me racontait comment ça se passait, son père était toujours présent. Franchement, l'individu que j'ai eu après l'accouchement, tu l'as pas reconnu. Oui, je ne sais pas si c'est parce qu'il est parti qu'il s'est senti désengagé. Je sais pas si aussi j'ai pris trop de choses sous les bras qui fait que je lui ai pas donné assez de place, parce que ça peut être aussi quelque chose. Mais en réalité, je pense qu'il avait quand même déjà un problème. Il a quand même un père qui est présent jusqu'à maintenant. De son père, il va te dire, quand mon père a fini sa journée au champ, il me prenait ma sœur et moi, tous les deux sous ses genoux, et on prenait notre dernier biberon du soir. Donc, c'est un père qui a été présent. Je me dis, mais je comprends pas. Je l'ai vu avec son filleul, puisque sa sœur a accouché 2 ans avant que je ne tombe enceinte, je crois. Donc, j'ai vu comment il fonctionnait. Il est quand même présent. Il aime sa famille. C'est quelqu'un qui est très, très, très famille. Sa mère, son père, mais plus famille nucléaire, hein, quand même. Sa mère, son père, ses frères. Ses sœurs, il est le seul garçon. Et en plus, c'est le dernier. Ouais. Donc, très choyé par ses sœurs. Et peut-être... tout tourné un peu autour de lui. Et là, au moment où arrive le bébé, c'est plus le cas. C'est ça. Parce que finalement, ton attention est plutôt tournée vers le bébé, et lui, du coup, peut-être qu'à ce moment-là, il je sais pas. C'est ça. Pourtant, il me semblait tellement quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Donc, il a dû se prendre un moins très tôt, qui a dû prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un que je voyais toujours debout. Il termine un travail là. Le mois d'après, il a un travail. C'est quelqu'un qui était très ambitieux, qui avait envie d'avancer. C'est pour ça que quand il a eu sa proposition pour partir en métropole, je me suis dit, T'as pas voulu le freiner, voilà, en fait. Je peux pas lui priver de cette liberté et professionnelle et financière. Parce qu'après tout le monde rêverait d'avoir cette opportunité. Du coup, je ne me voyais pas mettre de frein à sa vie professionnelle. Donc, je me dis, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, il y a quelque chose qui doit se passer. Loin de moi l'idée que ça allait conduire à une séparation quelques années plus tard, mais pour moi, je voyais que c'était une ascension pour nous trois, en fait. Et il est parti avec cette idée de dire, voilà, je pars pour offrir un avenir à mon enfant. Sauf que dans la réalité, c'était pas le cas. J'avoue, je suis quelqu'un de très indépendante. Je fais mes petites affaires. J'ai besoin d'un sucre. Je vais pas aller demander à quelqu'un un sucre. J'achète mon sucre. Voilà, c'est mon fonctionnement qui fait que peut-être aussi que j'ai parenté. Et en réalité, chaque fois qu'il revenait, je voyais tellement fort son égoïsme, quoi. C'était des choses aberrantes que je gardais. Je me dis, mais il se passe quoi, en fait? Les besoins de Naya passaient bien avant même les miens. J'avais arrêté la danse, j'avais arrêté toute activité, vraiment pour me concentrer sur elle. Voilà. Sauf que, petit à petit, je sais pas, il s'est désengagé. Pourtant, pendant la grossesse, il était là. Il a assisté à toutes mes consultations. Parce que même pour prendre le tour de tête, je me rappelle, le vendredi, Naya n'était pas très disposée. Il fallait que je revienne le lundi. Il a pris sa journée. Vraiment, il était là à chaque moment. Il parlait même pour elle dans le ventre. Voilà. Donc rien ne pouvait présager qu'après il se serait désengagé comme ça. Il a choisi son prénom. On était au mois de mars, donc je vais avoir entre 4 et 6 mois. Il a choisi son prénom. Et Naya, ça veut dire désiré. Voilà. Il y avait rien qui laissait présager que j'allais me retrouver toute seule, tout en étant en couple, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et du coup, justement, toi, alors, comment t'arrives à remonter la pente après ça? Comment ça se passe, du coup, maintenant? Que c'est plus officialisé, c'est vraiment, maman solo, même si tu l'étais déjà dans les faits, finalement. C'est ça. Mais comment tu arrives à remonter la pente, toi? Alors, c'était, compliqué, parce que, puis non plus de sa fille, hein. Bien que, voilà, je donnais pas forcément de nouvelles pour moi.
je envoyé des photos quand même de Naya, de son évolution, mais il m'a tout laissé gérer, quoi. Au niveau de l'école, il s'est jamais vraiment impliqué. Parce que du coup, j'ai eu, une fois que je l'avais laissé, je sais pas, ça a ouvert la porte du travail pour moi. Du coup, je suis rentrée en Guadeloupe, soulagement, mais total. Et du coup, travailler en Guadeloupe, donc retourner auprès de mes proches, tout ça. Et lui, vraiment, Naya a fait sa rentrée, même pas un stylo. Alors, bon, il versait quand même quelque chose pour elle, hein. Mais il versait, des fois il versait pas, des fois c'est là, des fois c'est... Ouais. Voilà. Et jusqu'à là... Tu pouvais pas compter dessus. Non, vraiment. J'ai dû tout affronter, faire ses papiers, tout faire. Et elle a 7 ans aujourd'hui, et je vois que son comportement est quasiment le même. Quasiment le même. Et c'est là que je me suis aussi un peu dédouanée, parce que au début, on se sent un peu coupable de la situation, en se disant peut-être que c'est nous qui avons fait quelque chose, peut-être qu'on a mal interprété, voilà, peut-être qu'on a conduit à ce que ci ou à ce que ça. Non, en fait. Et je m'épuisais à lui montrer, voilà, elle apprend à lire, elle fait tel truc, j'envoyais des vidéos, tout ça, mais le mec, il était pas... Ouais, il y avait un manque d'intérêt. Ouais, certain. Pourtant, je sais qu'il aime sa fille, hein. Ça n'enlève rien à l'amour. C'est une implication, Mais il y a un manque d'implication, mais qui est criant, comme si... Ça, il n'avait jamais à me reprocher, mais il a toujours dit, je sais que t'es une bonne mère. Mais comme si le fait que je sois une bonne mère, ça le dédouane d'être un père. C'est géré, en fait. C'est bon. Ça. Elle a pas besoin de ça, de cette partie-là. Et ça me faisait mal. Des fois, j'emmenais à la maternelle. Il y a des papas qui récupèrent leur fille. Après, elle a un parrain, mon frère, qui est très présent. Donc, elle a une figure paternelle qui est présente. C'est ça. Et du coup, au début, je m'occupais pas plus de ça. Jusqu'à ce que je me dise, mon Dieu, mais waouh, quoi. Il faut stopper. Donc, je lui ai fait une demande de pension. Alors là, le truc que j'aurais jamais dû lui faire. Là, il a senti que la terre allait trembler, que là, ça a été... Oui. Mais jusqu'à maintenant, il m'en veut. C'est un truc qui date... aller de facile. La demande de pension? Mais c'est totalement normal. On est bien d'accord, hein. Tout ce que tu gères au quotidien, et jusqu'à il se dit que ça tombe du ciel, en fait. Jusqu'à maintenant, il s'investit s'il a envie de s'investir. L'année où, je lui ai demandé une pension, il s'est acheté un bien. Alors, il m'appelle un jour, et c'est là que j'ai compris, mais, putain, le gars, il a pas fini avec moi. Il a appelé un jour, donc pour moi, il parle à Naya. Tellement que je me sentais plus du tout impliquée. Pour le coup, j'avais vraiment, bien enterré la chose. Il appelle, il me dit, ouais, parce qu'au début, il m'envoyait bien la pension et tout. Et puis un jour, il appelle, il me dit, ouais, ce mois-ci, je pourrais pas, tout ça. J'étais tellement anesthésiée de la réalité que je dis, ok, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise de toute façon? Et puis il me dit, ouais, tu vois, je suis en train de faire les 40 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Je dis, ok. Il me dit, ouais, parce que je viens de prendre ma maison. Et en fait, le mec, il s'investissait ailleurs. Et en fait, il a eu un deuxième enfant. Cet enfant-là était déjà né aussi, même chose. Bon, j'avoue, ça m'intéressait pas, quoi. Fait sa vie, quoi. Et il me l'a annoncé la veille du réveillon de Noël. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre que, en fait, il y avait une sorte de petite guerre qui s'était installée, mais une guerre complètement silencieuse, parce que je me sentais pas en compétition avec lui. Mais je sentais qu'il était encore dans ce truc-là. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de m'éteindre. Je me suis dit, on va arrêter ça, quoi. Il y aura plus de... Je te demande plus rien du tout. mais vraiment rien. Et il y a pas longtemps, quand il était en vacances, on a encore eu cette conversation. Je lui dis, mais tu vas quand même admettre que je t'emmerde pas. T'envoies pas de pension, je te dis rien. Là, il envoie tous les 2 mois. Et pourtant, tu aurais matière à... C'est ça. Je ne l'emmerde pas. Là, il a gardé les 2 mois. C'est pas l'emmerder, normalement, de lui demander la pension. Tout à fait. Mais lui, il voit pas ça dans ce sens-là. Tu vois, parce qu'il estime qu'il a ses charges, il a son foyer, tout ça, machin. En fait, c'est là que je me suis dit, mais il a vraiment un problème. Et ce problème, ça dépasse largement ma compétence. Même ma compétence de mère, on est parents d'un enfant commun, mais s'il comprend pas ça, c'est pas la peine. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que là, il y a pas d'équipe parentale, en fait. Tu as toujours été toute seule dans les décisions, dans tout, et dans le côté responsabilité. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de cette culpabilité. Je voulais justement que tu parles de... Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les mamans solo sont stigmatisées par la société?
Qu'est-ce que tu penses de ça, du regard que la société porte sur les mamans solo? Parce que, les mamans solo portent déjà cette culpabilité, cette charge, tout ce qu'elles font au quotidien, et si en plus, c'est une double peine de devoir en plus être stigmatisée par la société qui, tu es maman solo, oui, parce que c'est de ma faute si je suis maman solo. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que les gens ont tendance, quand ils vous voient avec un enfant, ah, il est où le papa? Alors, quand est-ce qu'on fait le deuxième? Sans se douter que, voilà, on mène déjà un combat au front. Déjà, on n'a pas envie de dire à tout le monde qu'on est soit séparés, ou qu'on n'est plus en couple. C'est de l'ordre du privé. Voilà. Ou que, le père, il est pas forcément là. Je me rappelle quand j'avais discuté avec ma collègue psychologue, avec qui je m'entendais très bien, mais que je n'avais jamais exposé. C'est-à-dire que c'était déjà tellement difficile au quotidien que je me voyais pas ramener ça encore dans mon travail. Mon travail, c'était un peu ma bulle d'air. Refuge. Et un jour, je crois que c'était un vendredi, j'allais rentrer en Guadeloupe, je lui dis, mais que je suis fatiguée. Elle me dit, mais c'est pas grave, quand tu vas rentrer, le papa va s'en occuper. Et je l'ai regardé, je lui dis, mais son papa n'est pas ici. Il me dit, comment ça? Je dis, ouais, il est en métropole. Elle me dit, mais depuis quand? Je dis, quasiment depuis la naissance de Naya, quoi. Elle me dit, t'es seule et en Guadeloupe et à Marianne. Je dis, oui. Elle me dit, on n'aurait jamais dit. Je dis, là, justement, je suis vraiment épuisée. Et je me rappelle que je suis partie voir ma chef. Elle aussi, je lui avais jamais dit, ma directrice, hein. Je suis partie, je lui ai exposé ma situation et je lui ai dit que là, j'arrive à saturation. Donc, si jamais vous entendez que j'ai postulé ailleurs, ne vous étonnez pas parce que là, je sais même pas combien de temps que je vais pouvoir rentrer tous les week-ends. Parce que plus ça allait, plus les week-ends étaient devenus... le retour de week-end était devenu imbuvable. Ouais. Je pense quand même Naya le sentait, elle vomissait. Alors que c'était une enfant qui allait dans le bateau, qui marchait partout, tellement qu'elle était tranquille. Je pense peut-être qu'elle ressentait aussi un peu le stress. Ouais. Ça commençait vraiment à devenir difficile. Et pour revenir sur le sujet de maman solo, pour le coup, ma directrice m'a bien comprise, hein. Au contraire, elle m'a dit qu'elle me soutiendrait, qu'elle me fermerait pas les portes, et qu'elle comprend que de toute façon, j'avais toujours été claire, même avant d'avoir Naya. Je suis pas marigalantesse, donc un jour je rentrerai chez moi. Voilà. Et du coup, le côté maman célibataire, c'est vrai que les gens ont tendance à vous poser des questions, à rentrer dans votre vie privée, à se dire mais comment? Mais il voulait pas de l'enfant alors? Il voulait pas. C'est tellement limite. Ça te ferait douter de ce que tu as vécu. Puisque avant quand même d'avoir notre fille, on a vécu de bons moments. On est parti en croisière, on est parti en voyage. Rien ne laissait présager. C'était pas, tu es pas maman solo par choix. Par choix, c'est ça. Bien que, à un moment donné, j'ai fait le choix. Par choix après. C'est cela. En conséquence. Voilà. Parce que je me suis dit, je suis déjà toute seule. Et finalement, plutôt que de me prendre la tête sur une relation qui bat de l'aile, qui sait pas encore où est-ce qu'elle va, j'ai préféré laisser tomber. Voilà. Et je me dis, finalement, t'es déjà dans ta lignée, tu vis pour toi. Donc, je te rends ta liberté. C'est tout. Finalement, j'officialise ton attitude de père, voilà. Absent. Voilà. Et je l'ai pas empêché. Alors, la stigmatisation ne m'a pas non plus blessée plus que ça, puisque je savais ce que je vivais. Pour le coup, mon mental était bien fixé sur ce que je voulais. Et je prenais les choses bout à bout. Je savais que je voulais rentrer en Guadeloupe, rejoindre les miens, pour pouvoir trouver ma voie professionnelle. C'était chose faite. Je m'occupais de ma fille, elle avait commencé l'école. Ça se passait bien. J'avais pas de quoi m'inquiéter. La sphère financière, parce qu'il faut parler de ça aussi, la sphère financière pour une maman solo. Quand il y a un seul revenu et quand il y a deux revenus, c'est pas pareil aussi. Comment ça se passe? Est-ce que il y a des aides ou pas? Enfin, comment ça se passe en fait? Alors, c'était compliqué, c'est vrai. Du coup, surtout comme il me versait des choses, des fois il ne m'en verse pas. En plus, au début, j'étais chez lui. Après, comme je t'ai dit, la cohabitation, au moment où on était déjà séparés, enfin, dans ma tête, j'étais déjà célibataire, mais j'étais encore dans son appartement en Guadeloupe, tu vois. Et il m'a demandé au bout de quelques mois de sortir de chez lui, quoi. Il m'avait donné 1 mois, je sortis au bout d'une semaine. Et je vais même pas rentrer dans le truc où je vais vider sa maison, et choses comme ça. Enfin, pour le coup, j'étais même un peu soulagée parce que je me disais, ça y est, maintenant, chacun, on est de notre côté, quoi. Je m'attendais pas forcément à ce qu'il me laisse encore plus la charge de Naya, mais je vivais mon truc. Et c'est vrai que financièrement, il faut payer toutes les charges en lien avec la petite avant de pouvoir commencer à s'occuper de soi. Et c'était compliqué. La première année, c'était chaud. Et je me rappelle, j'avais même un petit peu pleuré, hein. J'en avais discuté avec une maman, je lui dis, mais
Punaise, comment tu fais, toi? Parce qu'elle en avait 2. Et elle me donnait l'exemple du premier. Elle me disait, mais il faisait rien jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Puis un jour, il s'est réveillé. Elle m'a dit, ça va aller. Au début, c'est difficile, mais ton enfant va bien. Ton enfant, il est bien. Tu vas y arriver. C'est vrai que quand on reçoit la liste, quand même, voilà. Moi, dans ma tête, avant Naya, c'est qu'il y a plein de choses qu'on aurait fait ensemble. Surtout quand on était 2, on faisait les choses ensemble. Tu vois, moi, je voyais que, voilà, on aurait été dans les magasins, tous les deux, choisir telle couleur, telle marque de feutre, non, celle-là. Je me voyais faire ces trucs-là, ça, à 2. Et je me retrouvais avec une première liste scolaire de Naya, et je suis seule. Et le mec, il me demande même pas même quand je faisais garder Naya sur l'île en août, puisque j'ai pas de mode de garde, il me demandait pas est-ce que l'enfant allait, comment ça allait, à la fin de la journée, Naya va bien, c'est tout. Me demande même pas, alors elle était chez qui, comment ça s'est passé, rien, complètement détaché. Et je pense que c'était cette séparation qu'il avait du mal à engendrer, finalement, tu vois. Et je crois que là, au bout des 7 ans, quand il est revenu, j'ai compris, en revoyant encore ses mécanismes, j'ai compris il est comme ça. Je le changera pas. Voilà. Donc, culpabilité, il y en a vraiment aucune. Je fais ce que j'ai à faire pour ma fille. L'essentiel, c'est qu'elle boit, qu'elle mange, qu'elle étudie, qu'elle apprenne bien, qu'elle suive son destin. Et que malgré sa jambe cassée, parce que un père est important dans le développement d'un enfant. Quel que ce soit une fille ou un garçon. Et c'est vrai que ça me faisait mal de voir des fois son manque d'intérêt. Je me dis, regarde la quantité de choses qu'elle a. Quand elle était petite, il y a même des trucs, des cadeaux de fête des pères. Et une fois, elle me l'a remis à moi. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi, maman. C'est quand même affolant de se dire que ton enfant même ressent qu'il n'y a pas de papa. Alors là, elle est encore dans une phase où parfois elle le défend, parfois elle le cache, elle le couvre. Mais c'est vrai que du coup, depuis tout à l'heure, tu nous parles beaucoup donc ta priorité, c'est ta fille. Est-ce que tu as même ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour toi seul ou jamais, ou comment ça se passe? À quel moment tu fais de toi ta priorité? C'est même pas l'année dernière, c'est là cette année que je me suis dit, mais ça fait longtemps que je veux reprendre la danse, pourquoi je fais, voilà, parce qu'elle est inscrite, elle est à la danse et tout ça, elle aime beaucoup, et du coup, je me dis, mais je devrais faire. Et en fait, j'ai même rencontré une maman, même chose, maman solo, il y a tellement de mamans solo, en fait. Et de types tellement différents, avec des parcours tellement différents, mais on est toutes éloignées. Peut-être que voilà, s'il y avait quelque chose pour rassembler et pour pouvoir justement, je sais pas, se soutenir, mutualiser, je sais pas, une nounou, j'en sais rien, payer plusieurs, enfin, je sais pas, des solutions peut-être communes qui pourraient... Tout à fait. Et en fait, cette maman, c'est la même chose, sa fille fait de la danse et tout ça. On attendait toutes les deux nos filles. Et elle disait, on regardait les cours de danse, je dis putain, j'aurais tellement aimé. Et comme ça, on partage exactement le même désir. Bon, on est resté longtemps dans l'inertie, pas mentir. C'est une fois, pendant le carnaval, je l'ai croisée et tout. Parce que pour le coup, je m'octroyais par contre mon carnaval. Alors là, vraiment, je me suis dit, j'ai fait 4 ans en France, je crois, c'est ça, 4 ans en France, 6 ans à Marie-Galante, donc 10 ans privé de carnaval. Là, je ne sais pas comment je fais, mais tous les dimanches, je suis dehors. Je fais mon carnaval. Donc, là-dessus, j'avais cette bulle d'air-là. Mais j'avais envie de reprendre la danse. Et puis, un jour, je la croise et tout, je lui dis, ouais, avec une collègue et tout, même chose, une collègue qui a sa fille, qui est à l'école de danse, je lui dis, on s'inscrit, on vient, on va faire la danse et ça. Ça y est, on fait le truc et tout. Je l'ai fait. Elle l'a pas fait. Et depuis, février, je m'octroie ce moment-là. Là, je vais me réinscrire et j'aime. Naya, maintenant, elle est grande, c'est que ça. Elle est à l'extérieur. C'est un endroit fermé, en plus, où, voilà. Elle est en sécurité. Moi, je suis dans la salle de danse pendant 1 heure. Je suis juste une danseuse. Et franchement, je me suis dit, wow, je fais ce que j'ai à faire pour moi. Vraiment. Et pour le coup, je vois l'aspect même financier de manière complètement différente. C'est-à-dire que je me dis, ce que j'arrive à engager pour Naya, pour son développement, pour qu'elle ait ce qu'il lui faut, pour qu'elle soit épanouie, je le fais aussi pour moi. Je m'octroie cette fenêtre. Bien sûr, parce que t'as accordé ce temps-là finalement, après, toi, tu es dans d'autres dispositions. Tout à fait. Ça te fait du bien et c'est, voilà, on dit prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre. Si, il y a une maman qui est épanouie, elle aussi, elle sera épanouie. Tout à fait. Et c'est vrai que, en restant tout le temps l'une contre l'autre comme ça, ça crée une telle fusion que elle est aussi dans une dynamique un peu c'est difficile les oui, c'est ça, elle est dans une dynamique où
limite elle exige parce que ben j'ai toujours répondu tac au tac à ses besoins. Et là ben je lui dis bien, mais ce moment-là c'est pour moi. Voilà. Là les 2 mois qu'elle vient de passer à l'extérieur, ça a été un grand challenge on n'a jamais vraiment été séparés. Il y a une fois, il est venu quand même en décembre. Il l'a prise 1 semaine. Ça a été vécu assez violemment. Elle avait que 2 ans, quoi. Et c'était difficile. Là, elle a vécu le truc. C'était aussi compliqué parce que, ben, pour le coup, je pouvais pas forcément. Si elle était à Marianne, je pouvais pas aller la voir. Voilà. Si encore elle était en Guadeloupe, bon. Mais et je me suis dit, bon, écoute, ce laps de temps, ben, ça lui a permis aussi de se détacher. Voilà, qu'elle comprenne que voilà, elle a besoin de ce moment-là, ça aussi avec son papa. Je lui dis tout le temps, hein, même si il est ce qu'il est, je suis pas toujours contente de son attitude, mais c'est ton papa. Et tu te dois de le respecter. Voilà. Et là-dessus, il y aura pas d'ambiguïté. Voilà, c'est ton papa. Il faut que tu passes aussi du temps avec lui. Il faut que tu comprennes qui il est. Il faut que tu passes du temps aussi avec ton frère. Il faut que, voilà. Donc, petit à petit, les choses se font. Je suis montée en métropole aussi l'année dernière. Du coup, elle a fait un week-end aussi chez lui. Elle a pu voir la compagne de son papa a un premier enfant, une fille, avec qui ça se passe très 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 bien. Donc ça aussi, ça soulage, parce qu'on a beau dire, on fait attention à toutes ces choses. Là, pendant les vacances aussi, j'ai vu que ça s'est bien passé. Elle a besoin de cet espace-là. Tout comme moi aussi. Et toi, tu as besoin de ton espace aussi. C'est ça. Parce que c'est vrai que je faisais tout, dès que je fais un truc, avec elle. C'est comme si c'était ma queue, quoi. Dès que tu me vois, tu es obligé de la voir derrière. Et là, Mais en même temps, c'est vrai que quand tu réfléchis à ce qui est possible aussi, le champ des possibles, il est mince aussi quand on n'a pas forcément de solution aussi de garde, etc. Il y a très peu d'endroits où, par exemple, je sais pas, dans les salles de sport, est-ce qu'il y a 10 000 salles de sport où un enfant peut venir pendant qu'on fait du sport? C'est ça. Rien que ça. J'étais inscrite à Fitness Park. Bon, j'y allais au moment où elle était à l'école ou au centre aéré. Mais ben ça n'a pas tenu longtemps. Et ça veut dire que je peux pas aller le samedi ou le dimanche. C'est toute une organisation. On se rend pas compte, mais en fait tout est toujours organisation. Tout est organisation, tout est carré, et du coup tout est charge mentale. Exactement. Plus. Et ça a l'air de rien, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman qui habite à côté. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman qui ne travaille pas. Donc mine de rien, ben ça réduit le champ. Ça s'est dit, je ne suis pas en colère contre mon style de vie ou en train de reprocher ma situation. Je me dis que quel que soit ce qu'on vit, on le vit pour une raison. Quelque part, ça la fait grandir, elle aussi. Elle voit ses cousins. C'est une enfant qui s'épanouit. En plus, tous mes cousins de ma génération ont fait des enfants ensemble, donc ils grandissent aussi ensemble, donc elle est épanouie. C'est vrai que cette histoire de la 4e, enfin la jambe qu'elle a pas, le papa qui n'est pas présent, tout ça, c'est vrai que ça me frustrait un petit peu, mais je me dis bon, elle voit les séparations, donc ça va, elle comprend quand même que c'est quelque chose qui arrive dans des familles, mais que ça n'empêche pas de s'épanouir. Donc ça n'empêche pas de s'aimer aussi. Voilà, elle évolue, et je me dis tant qu'elle le comprend et qu'elle le vit bien, finalement, ben c'est juste ce qui importe. Voilà. Et là pour le coup, ben bientôt je vais aussi partir quelques jours seule, et je me dis mais finalement, la vie m'avait déjà préparé quelques mois plus tôt, en me disant, elle m'en veut un petit peu parce qu'elle a envie de faire, parce que j'ai toujours tout fait avec elle, et je lui explique bien, mais il y a des moments où on devra faire des choses chacune de notre côté. Même pour son épanouissement. Mais elle a été préparée, du coup, c'est ça. Pendant je pense que c'est important de faire attention à ça, puisque on est seul aujourd'hui, mais à long terme, on va refaire sa vie, on va recomposer aussi, et c'est important que l'enfant ait son autonomie, même si elle reste quand même accrochée à un parent. On sera toujours accroché à un parent. Mais ça aussi, je veux pas qu'elle grandisse avec ce truc où elle peut pas faire ses affaires, où elle est complètement dépendante de moi. Non, pas du tout. Vraiment, je l'éduque pour ça, pour que, voilà, demain, qu'elle puisse être autonome, qu'elle puisse savoir ce qu'elle veut, comprendre le bien et le mal. Voilà. En tout cas, Odile, on va s'arrêter là pour cet échange qui était riche. Merci pour ce partage d'expérience. Et je pense que toutes les personnes qui écouteront seront d'accord avec moi. Tu es une maman formidable. Et c'est vrai que là, on sent aussi que progressivement, tu commences à trouver ton équilibre, comprendre aussi l'intérêt de te créer du temps aussi pour toi, pour justement ton épanouissement global aussi en tant que femme aussi. Et je pense que c'est important aussi, malgré tous les freins que la société met. Et donc, avant de s'arrêter, la signature du podcast, est-ce que tu peux te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Alors, je dirais battante, résiliente
et épanouie, tout simplement. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, on te souhaite tout ce qu'il y a de bon pour toi et ta fille. En tout cas, de m'avoir permis de m'exprimer et de montrer une facette aussi glorieuse. C'est pas toujours... bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, même s'il y a des petites pleurs, il y a des remords, il y a des questionnements, mais on vit aussi quelque chose de formidable. On a mis quand même un enfant au monde, on lui donne de l'amour, on est au combat, on se révèle aussi des forces, et ça, je pense que on montre toujours ce côté un peu négatif de la maman qui est seule, qui pleure, qui est triste, c'est ça. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres choses toutes belles qui se forment aussi à côté, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais démontrer. Merci à toi. À bientôt, Odile. À bientôt. C'était l'épisode 31 de Geek à Femme. Je remercie infiniment Odile pour son témoignage sans tabou qui aidera sûrement d'autres femmes qui traversent le même parcours. Il est urgent de changer les mentalités sur les mamans solo qui ne prennent jamais de pause. Une pensée pour toutes ces mamans solo qui mènent des combats silencieux au quotidien pour faire grandir leur enfant dans l'amour et l'épanouissement. Et oui, vous l'aurez peut-être compris, une petite pause s'impose de mon côté au niveau du podcast pour accueillir et profiter de mon deuxième bébé. D'ailleurs, qui dit deuxième bébé dit sûrement deuxième épisode sur la suite de mon histoire. En attendant, continuez à partager les épisodes autour de vous, restez bien connectés pour être informés sur la reprise du podcast et bien sûr, prenez soin de vous.